CDB, COP, Cadre mondial et FRB. De quoi parle-t-on? L'histoire commence en 1992. Pour faire face aux défis environnementaux, une grande majorité des États membres des Nations Unies s'accordent pour signer 3 conventions lors du sommet de la Terre à Rio. Ces 3 grands traités, juridiquement contraignants pour les États, sont censés répondre aux enjeux majeurs que doit affronter la planète dans les décennies qui viennent. Naissent alors les 3 conventions sur le changement climatique, sur la désertification et enfin sur la diversité biologique. C'est la CDB. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux qui sont la conservation de la diversité biologique, c'est-à-dire du vivant, l'utilisation durable de ces éléments et l'accès et le partage des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques. 30 ans après le sommet de la Terre de Rio, la logique de la Convention a peu changé. Elle est peut-être simplement devenue plus pragmatique, en abordant plus clairement la question des moyens et plus systémique avec les enjeux de protection de l'intégrité des écosystèmes et des contributions de la nature aux humains. Et la COP alors, c'est la conférence des parties, l'organe décisionnel de la Convention, composé de tous les États qui ont ratifié le traité. Elle définit un cadre d'action et veille à renforcer les engagements pris par les États en évaluant le degré d'application de ce cadre mondial. La 15e d'entre elles, la fameuse COP 15, est importante, car elle négocie un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, l'objectif affiché étant de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Les moyens pour y parvenir sont les 3 piliers de la CDB dont nous venons de parler, ainsi qu'une approche conjointe des 3 conventions de Rio. Pourquoi une approche conjointe? Pour dégager des synergies et éviter des oppositions, par exemple entre transition énergétique et protection de la biodiversité. Elle doit inspirer les stratégies à développer au niveau national. Ce nouveau cadre mondial, pour 2050, est axé autour de 4 objectifs. La restauration et le maintien de l'intégrité des écosystèmes, la mise en valeur et l'utilisation durable des services écosystémiques, aussi appelés contribution de la nature aux humains, l'accès et le partage juste et équitable des avantages, la réunion des moyens nécessaires à la mise en œuvre des 3 objectifs précédents. Une vingtaine de cibles, en interaction entre elles, sont ensuite déclinées pour préciser ces objectifs et notamment réduire les pressions sur la biodiversité. Et la FRB dans tout ça? La FRB est la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Elle contribue à coordonner la recherche, favorise le dialogue entre les organismes scientifiques, le monde économique et la société civile, et diffuse des connaissances. Elle développe à ce titre de nombreux projets et est une interface sans société impliquée dans de nombreuses organisations. Les grands processus internationaux, comme les conventions sur la biodiversité, le climat et la désertification, proposent un socle commun d'ambition, de mesures et de moyens pour une trajectoire humaine plus durable. Il appartient ensuite aux États, aux organisations et aux individus de les décliner à leurs échelles. La protection de la biodiversité est l'affaire de toutes et tous. Alors, vous reprendrez bien un peu de CDB ? Bien, donc après cette courte vidéo qui est destinée aussi à être diffusée, qui sera un outil de vulgarisation, de médiation scientifique. Donc on va rentrer dans le vif de la journée. Donc une brève introduction pour essayer de poser un peu les cadres du débat, donc avec des choses qui vont effectivement... alors peut-être... on va peut-être redire en partie ce qui a déjà été... bon, je trouve comment... Voilà. Comprendre les enjeux, donc effectivement, et s'insérer dans la logique de la Convention sur la diversité biologique. L'autre idée, c'est que cette Convention, effectivement, elle est très riche, et il faut... mais sa logique n'est pas forcément tout à fait évidente, donc l'importance de la présenter, et de manière à ce qu'on puisse s'insérer, que l'ensemble des acteurs et des actrices puissent s'insérer dans cette Convention. Donc, bon, ça a déjà été dit dans la vidéo, mais je pense qu'on ne le rappellera jamais assez, qu'effectivement, cette convention, telle qu'elle est votée en 92, on peut dire qu'elle est visionnaire. C'est-à-dire, oui, 1992, il y a 30 ans, on peut dire, donc c'est une tentative de gouvernance mondiale inclusive. Pourquoi on peut dire qu'elle est visionnaire et qu'elle est inclusive? C'est que, oui, c'est 3 objectifs quand même. Conservation de la diversité biologique, donc c'est la raison majeure pour laquelle nous sommes ici, conservation de la nature. Donc c'est le départ, donc la nature, tout à fait essentielle, mais
ça ne dissocie pas l'utilisation durable de ces éléments. Nous dépendons complètement de la nature, nous la consommons, notre alimentation dépend de la nature. Donc il y a ce deuxième objectif. Et puis le troisième objectif, partage juste et équitable. Donc déjà, on parle actuellement de transition écologique juste, transition sociale et écologique. Et donc cette question de justice, eh bien, elle est inscrite effectivement par les Nations Unies en 1992 dans cette conception. Alors, l'autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que après, elle peut attirer aussi un certain nombre d'acteurs parce que finalement, elle peut être aussi ambiguë sur les fins et les moyens. C'est-à-dire que, alors, ce qu'on sait maintenant empiriquement, c'est que la conservation, elle a conduit effectivement, notamment à la reconnaissance des droits, en partie en tout cas des droits des peuples autochtones, très rapidement, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, une biodiversité remarquable correspondait souvent à des territoires qui étaient tenus par des peuples autochtones. Donc là, ça contribuait à une certaine reconnaissance. Mais inversement, on peut considérer aussi que l'objectif de justice, eh bien, il est nécessaire à la préservation de la nature comme à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, vous voyez, selon les priorités que l'on met sur ces différents objectifs, eh bien, on peut s'inscrire effectivement dans ces efforts sur cette convention. Donc ça fait partie des vertus aussi de cette CDB. Alors, une autre chose sur laquelle il nous semble important aussi d'insister, on parle beaucoup du dépassement du dualisme nature-culture. Effectivement, il n'y a pas la nature d'un côté, une nature sans humain, et de l'autre côté, une culture sans nature. C'est dit, mais on peut voir que la Convention, à travers ces trois objectifs, conservation, utilisation et partage, est clairement au-delà du dualisme. Donc elle a posé les bases aussi du dépassement de ce dualisme. C'est quelque chose qui est important à rappeler et qui est sans doute peut-être plus à utiliser. Voilà. Donc ça vous a déjà été un peu dit dans la vidéo, mais quand même y revenir. Donc effectivement, l'ambition de la COP15, alors ce qui est inscrit, donc là, cette COP15 est importante puisqu'elle doit revoir les objectifs pour 2050. Donc le cap est affiché, vivre en harmonie avec la nature en 2050, comment y parvenir. Donc vous avez ce cadre global pour la biodiversité qui est très discuté actuellement, qui reste encore relativement mouvant, qui est aussi un cadre sans doute pour la stratégie nationale pour la biodiversité, avec donc ces 4 objectifs stratégiques. Donc ce qui est intéressant, le A, vous voyez, maintenir et restaurer l'intégrité des écosystèmes, on va y revenir plusieurs fois aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on intègre non seulement les espèces, vous voyez, à un niveau beaucoup plus intégratif d'un point de vue biologique, puisqu'on raisonne à l'échelle des écosystèmes, des fonctions écologiques, ce qui est assez complémentaire aussi avec l'objectif B, qui est de stratégique B, mettre en valeur les contributions de la nature aux humains, aux services écosystémiques. Bon, là, il y a des discussions de terminologie entre ces deux expressions. Et puis ensuite, bon, c'est assez classique, on retombe sur le troisième objectif de la CDB, et puis 4, effectivement, le D, avoir les moyens. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon. Est-ce que c'est mieux comme ça? D'accord. Bon. Voilà. Et donc, comme ça a été dit dans la vidéo, effectivement, il y a 21 cibles. Donc, ces 21 cibles, alors, ça a été largement commenté. On a un document téléchargeable assez volumineux qui peut être un peu impressionnant. Il fait quelques 70 pages au moins, mais qui est très riche. C'est-à-dire, donc, qui discute ces 21 cibles. Alors, on ne va pas en discuter là maintenant. Simplement, je voulais attirer votre attention sur les quatre cibles là que j'ai entourées en rouge. L'agriculture, oui, l'agriculture fait partie intégrante des objectifs, des enjeux de la CDB. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement important. On voit bien, de toute façon, que le devenir de la biodiversité et le devenir de l'agriculture sont étroitement liés. Et puis, vous avez aussi, alors, ce qui est appelé l'intégration sectorielle, ça veut dire que les entreprises, le monde économique, le monde financier intègrent la biodiversité dans sa logique, avec des enjeux de comptabilité environnementale, de finances vertes. Donc là aussi, donc, les entreprises doivent être très présentes. Il y a un certain nombre d'ateliers qui sont autour des entreprises. Aussi, suppression des subventions néfastes, aussi un autre enjeu extrêmement important pour la CDB. Et puis, la cible 1. La cible 1, c'est planification. Donc, les collectivités locales, les gouvernements sont invités à avoir une planification dans l'ensemble des espaces, de déclarer quelle place ils veulent accorder la biodiversité dans l'ensemble des espaces. Donc vous voyez, on est dans une logique qui va beaucoup plus loin on va mettre des éoliennes aux dépens des espèces menacées. Là, on est dans une logique beaucoup plus intégrative avec la CDB. Voilà. Alors, donc si maintenant on en vient à la journée d'aujourd'hui, donc on a donc 3 sessions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà.
Donc la session 1 sera dédiée à la conservation de la diversité biologique. Alors, comme on vous souhaitait dépasser le dualisme nature-culture, on est sur un pied qui est pas forcément intuitif, c'est-à-dire que là, plutôt que de parler de nature, on va parler justement de culture, c'est-à-dire quelle est la place des humains dans les espaces protégés et dans les espaces qui sont remarquables pour la biodiversité. On va essayer de parler des choses qui dérangent, hein, mais des sujets qui sont importants. Quelle place pour les humains? Donc cette place des humains, alors pour en parler, pour poser les termes du débat, vous savez sans doute qu'un des objectifs qui est affiché, est-ce que c'est le plus important? Ça, on pourrait en discuter. En tout cas, c'est d'avoir 50% d'espaces protégés sur les surfaces terrestres. Donc là, vous avez, alors, je ne sais pas si cette carte, c'est la carte la plus lisible qu'on puisse trouver, hein, un des travaux les plus achevés sur ces 50% d'espaces protégés, comment ils pourraient se répartir. Ça, c'est une tentative de Conservation International qui est très aboutie sur le plan biologique, hein, avec donc c'est ciblé sur les espèces, les écosystèmes remarquables, sur le stockage du carbone, sur des corridors. Donc c'est comme ça qu'on obtient 50%. Alors si vous pouvez discerner, alors le vert clair et le vert foncé, c'est d'une part ce qui ne serait pas protégé ou ce qui est déjà protégé. Donc ce qui serait à protéger, c'est le vert clair et le bleu et le rose. Donc comme vous pouvez constater, l'Europe n'est pas concernée, hein, par ces 50% d'espaces protégés à venir. Hein. Ça, c'est très clair. Ça, c'est quand même, bon, c'est important à bien voir ce contexte quand même. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que dans ces 50% d'espaces protégés, on a 34% d'espaces qui sont tenus par des peuples autochtones. Donc on revient à la question de quelle place, quel avenir socio-économique pour les peuples autochtones. Et enfin, certaines estimations aboutissent à la conclusion que 1 milliard d'humains sont présents sur ces espaces. Donc le devenir de ce 1 milliard d'humains, évidemment, est une question importante, hein, si on veut effectivement proposer s'étendre avec 50% d'espaces protégés. Donc on aura l'occasion, hein, donc il y a sans doute nécessité, hein, de faire des propositions assez novatrices dans ce domaine-là. Voilà. Alors, très brièvement, sur le milieu marin, pour montrer quand même qu'on ne l'a pas oublié. Alors, chez le milieu marin, sans doute que les tentatives de trouver où faire des espaces protégés, c'est peut-être moins... Oula, est-ce que la carte se... Si, oui, d'accord, elle se voit. Donc ça, c'est un travail qui est sorti dans Nature récemment, où les auteurs ont essayé justement de cibler où est-ce qu'il faudrait des espaces protégés en termes de protection de la biodiversité, de durabilité de la pêche, stockage du carbone. Donc on revient, hein, sur à la fois conservation et utilisation durable. Et donc, c'est en jaune, orange et rouge, selon qu'on a 1 à 3 objectifs qui sont atteints. Alors vous voyez que ça concerne essentiellement les littoraux. Et en bleu clair, vous avez les aires protégées actuelles. Donc vous voyez le contraste qui est extrêmement important, c'est-à-dire que les aires protégées actuelles en fait se trouvent loin des littoraux, et d'après les biologistes, en tout cas d'après ces biologistes, eh bien les enjeux se trouvent plutôt près des littoraux. Donc on voit bien en fait la discordance qui existe entre l'espace protégé actuel et puis donc là aussi on voit bien que la place des humains dans des espaces protégés qui seraient importants sur le plan biologique se pose de manière importante. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc la session 2, donc, c'est sur utilisation durable. Donc sur utilisation durable, on a fait la symétrique, hein, donc sur cette utilisation durable, plutôt que de parler d'humain, on va parler de nature. C'est-à-dire que dans des espaces qui sont importants pour les humains, eh bien, quelle place accorder à la nature. Donc comment vivre en harmonie avec la nature dans les espaces agricoles, hein, en quelque sorte la question elle se pose comme cela. Donc c'est là que l'agroécologie, vous le savez, enfin on le sait tous, c'est sans doute une solution, une option intéressante, alors avec des définitions et des conceptions qui peuvent être très diverses, comme solution fondée sur la nature, hein, donc ça c'est un concept générique, hein, qui inclut sans doute l'agroécologie. Et puis vous avez donc cette proposition sur laquelle on reviendra aujourd'hui, hein, Paul Ledley en parlera beaucoup mieux que moi, sur l'importance de l'intégrité des écosystèmes. Alors simplement pour susciter la réflexion, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité des écosystèmes? Donc c'est un concept qui n'est pas simple, hein, sur le plan pour les sciences écologiques et les sciences évolutives, mais vous avez quand même quelques travaux, hein, qui montrent que par exemple, eh bien, ça veut dire de la multifonctionnalité, donc des habitats semi-naturels, et que donc il y a un certain nombre de méta-analyses qui sont faites maintenant, hein, qui suggèrent que, eh bien, pour avoir de la multifonctionnalité, il faudrait au moins 20% d'habitats semi-naturels. Donc vous voyez, ça commence à donner, on commence à avoir quelque chose de relativement objectif, hein, sur ce que voudrait dire cette intégrité. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de santé? Donc en termes de santé, il commence à y avoir des travaux, hein. On sait qu'il y a des problèmes, hein, une seule santé, la santé des écosystèmes, et puis santé humaine et santé des animaux et des plantes domestiques aussi, et que, en l'occurrence, donc là il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent, qui montrent de manière contre-intuitive que finalement, quand on a des habitats semi-naturels, eh bien les problèmes sanitaires sont peut-être moins importants.
Donc là, effectivement, on retombe sur cette convergence, l'importance de l'intégrité des écosystèmes pour une seule santé. Voilà, donc là très rapidement, dans les villes, effectivement, pertinence des solutions fondées. Alors on ne parlera pas beaucoup de villes, simplement quelque chose qui est frappant, vous voyez, quand on prend la ville de New York, Central Park, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que là, on a eu recréation de la séparation nature-culture. C'est vraiment, on voit bien la nature d'un côté, la culture de l'autre. Bon, alors c'est le 19e siècle, évidemment. Et puis, au milieu, on a une ville où, par contre, on a l'impression que déjà, il y a une peu plus d'intégration, en ce sens que l'espace protégé, visiblement, enfin l'espace qui est plus naturel, visiblement contribue à la régulation du flux hydrique, enfin un rôle dans la régulation du cycle de l'eau. Et puis, à droite, on a une intégration beaucoup plus forte de la nature dans la ville. Donc on a ce dépassement de ce dualisme nature-culture aussi à travers l'image de droite, un des enjeux, un des futurs. Et la session 3, donc ça sera sur l'accès, le partage juste et équitable des avantages. Donc là aussi, le voir peut-être... Alors notre idée, c'est de le voir de manière, je vais dire, proactive, offensive, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça, en quoi la CDB peut être source de propositions aussi bien pour la conservation de la nature que pour le respect des droits humains, pour la justice. On peut dire aussi, derrière ce partage des avantages, il y a vraiment la mise en valeur de la diversité bioculturelle. Donc on reviendra sur ces choses-là durant cette troisième session. Voilà. Et donc, donc on explorera les 3 objectifs. Et puis, donc maintenant, on va voir une session, on va voir un peu la position des différents acteurs qui sont très présents dans les négociations sur la CDB, dans cette session qui sera donc animée par Agnès Allossery. Et avec, on espère, la COP15 qui se tiendra un jour, on va voir. Merci pour votre attention. Je vais demander donc à Christophe Albaran, Juliette Landry et Marie-Laure Métayer de me rejoindre. Je pense que Marie-Laure Métayer va avoir un tout petit peu de retard, mais on va pouvoir commencer. Donc, je me présente, je suis Agnès Allossery, je suis responsable du pôle de coordination européenne et internationale à la FRB, et dans nos missions est inclus le suivi des discussions de la Convention sur la diversité biologique. Donc évidemment, cette journée nous intéresse au plus haut point, et en particulier, on joue le rôle de co-point focal pour l'organe subsidiaire chargé des questions scientifiques, techniques et technologiques, que vous connaissez peut-être sous son acronyme anglais, le SBSTTA, S-B-S-T-T-A. Donc c'est un rôle qu'on assure avec le Muséum national d'histoire naturelle. Alors l'objectif de cette session sur le grill, c'est que je vais cuisiner nos intervenants pour essayer de vous rendre encore plus familier avec la Convention. Voilà comment vraiment elle fonctionne, à quoi ça ressemble au quotidien d'être en prise avec la CDB, mais à différentes échelles. Alors avec Juliette Landry, qui est chercheuse sur la gouvernance internationale de la biodiversité à l'Institut du développement durable et des relations internationales, on va vraiment parler de ce qui se passe au niveau des COP, au niveau des négociations de ce cadre mondial dont on vous a déjà parlé. Quand Marie-Laure Métayer nous rejoindra, on va parler de la déclinaison au niveau français, puisqu'elle est inspectrice générale vétérinaire à la division de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique. Donc en fait, eux sont en charge de la mise en œuvre des politiques biodiversité au niveau national. Et avec Christophe Albaran, qui est co-directeur de l'Agence régionale pour la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, on va pouvoir parler un peu de la déclinaison vraiment territoriale et peut-être aussi plus des jeux d'acteurs sur le terrain, donc en prise vraiment avec cette biodiversité que la CDB cherche à protéger. Comment ces discussions, ce cadre mondial dont on parle, arrive sur le terrain et peut être essayé d'être mis en œuvre. Alors, si vous ne le saviez pas, cette année, c'est l'année du centenaire de la mort de Proust, et donc ça nous a inspiré pour aborder cette session un peu avec le fameux questionnaire de Proust. C'est une forme de portrait chinois, ça tombe bien, la COP est censée être à Kunming. Donc on va pouvoir, l'idée c'est de pouvoir découvrir de manière un peu originale la manière dont la CDB fonctionne, et donc merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Alors, pour commencer, je vais me tourner vers vous, Christophe. L'idée, c'est que vous me disiez si la CDB était un être vivant, selon vous, quel serait cet être vivant ? Bonjour. Donc, si la CDB était un être vivant, je propose un jeune homme naïf. Alors, pourquoi un homme ? Alors, pourquoi un homme ? C'est
c'est important, merci Agnès pour la question, parce que souvent, naïveté, on y associe, et en 2022, après MeToo, et par rapport aux objectifs de développement durable, égalité femmes-hommes, j'aurais trouvé très maladroit de dire une jeune fille naïve. Donc, quand je dis un jeune homme, c'est pour ne pas mettre naïveté sur la féminité. Naïveté parce que cette convention, comme l'a rappelé le président, qui date de 30 ans, était pleine de bonnes intentions. Et en tant que co-directeur d'une agence régionale, je vois bien sur le terrain les points de friction, d'où cette réponse. Un jeune homme naïf. Merci beaucoup. Et c'est vrai que aussi dans ce cadre mondial, il y a une cible sur le genre, sur le rôle des femmes dans la conservation de la biodiversité. Donc je pense que rétablir un peu la balance telle que vous le proposez, c'est plutôt bienvenu. Alors pour rester sur la féminité, juste un instant, pour ceux qui auraient eu le plaisir de lire cette convention, en page 4 dans le préambule, il est quand même marqué quelque chose qui m'a fait sauter au plafond, parce que je suis papa de 3 charmantes jeunes filles. C'est qu'il conviendrait que les femmes interviennent plus dans la protection de la biodiversité. C'est quand même marqué dans le préambule et je vous invite à le relire. Et pour ceux qui voudraient faire le lien avec les 17 objectifs de développement durable, il me semble, sauf erreur de ma part, que l'égalité femmes-hommes est le 5e des ODD. Merci. Juliette Landry, même question. Pour vous, un être vivant, la CDB, ce serait quoi ? Bonjour à tous. Alors on a longuement réfléchi avec des collègues parce qu'on a eu plusieurs idées. Moi au début je me suis dit c'est peut-être une petite limace, mais je voulais pas rester trop négative parce que c'est vrai que c'est très lent, même si les limaces ça a aussi son intérêt on va dire pour un potager. J'ai pas voulu rester sur la lenteur et aussi sur le fait que la COP est décalée et c'est interminable. Finalement, j'ai plutôt envie de parler de quelque chose d'assez positif et de comparer la CDB à une ruche. Donc c'est pas un animal, c'est plutôt un petit écosystème en tant que tel. Et on a voulu un peu pousser la métaphore jusqu'au bout. Et je me suis dit finalement, la reine, ça serait le texte de la Convention qui a été adopté en 92 et qui est donc protégé, on va dire, parce que c'est le texte phare, c'est le texte qui marque le début de la Convention et qui a été ratifié par beaucoup de pays. Et le miel, donc le produit finalement de cet écosystème-là, serait le cadre mondial post-2020, qui est créé par les négociateurs, par les observateurs également, qui ont aussi leur mot à dire. Et ces négociateurs-là, ces observateurs-là, ils vont un peu butiner dans leurs fleurs respectives, dans leur ministère finalement. Ils vont chez eux, ils vont chercher ce qu'ils veulent comme contenu dans ce cadre mondial post-2020 et ça crée, on va dire, cette structure, ce miel-là. Et finalement, c'est aussi penser à un cap collectif quand on parle de ce produit commun. Et vous avez mentionné les observateurs, on n'en a pas trop parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot dans leur rôle dans cette ruche ? Oui, je pense que c'est super important de souligner que les observateurs ont quand même un rôle prépondérant dans les discussions, que ce soit dans la salle des négociations, mais aussi dans les couloirs. Ils alimentent les discussions. Et il y a plusieurs groupes d'acteurs clés. On parle beaucoup des populations autochtones et des communautés locales, comme l'a dit Denis Couvé. Je pense que c'est important de souligner qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils ont vraiment leur espace de discussion, de parole. Il y a aussi ce que j'ai remarqué progressivement au fur et à mesure des négociations, c'est que le rôle des entreprises est de plus en plus important et parfois ils sont même plus ambitieux que certains États. Il y a aussi les ONG traditionnelles de conservation, mais d'autres également qui interviennent de plus en plus dans le cadre des négociations. D'accord, merci beaucoup. Et je pense que ça fait aussi un peu le lien avec ce que disait Christophe sur les développements durables par rapport à l'ouverture vers d'autres acteurs, d'autres types d'ONG. Marie-Laure Métayer, au ministère de la Transition écologique, est-ce que vous vous sentez une abeille ouvrière ? Bonjour à tous. Ça fonctionne ? Oui. Bon, d'abord, merci beaucoup d'avoir invité la Direction de l'eau et de la biodiversité à cette table ronde. Alors, je suis très très heureuse d'être là. D'abord parce que par rapport aux questions que vous allez me poser, on a pu en discuter en équipe. Donc c'était une opportunité de partager sur cette convention pour la biodiversité biologique. Donc effectivement, on est
très très mobilisés sur ce sujet, particulièrement en ce moment, d'une part parce qu'on a la stratégie nationale pour la biodiversité, dont le premier socle a été présenté donc, au mois de mars dernier, et qui donc est en attente de ce qui va se passer donc, lors de la réunion donc, en Chine prochainement, pour pouvoir la compléter et pour pouvoir donc, impulser cette dynamique dans les deux sens, hein, c'est-à-dire pouvoir donc, transcrire ce qui sera décidé, et on attend beaucoup de ce prochain rendez-vous, et aussi porter donc, cette dynamique globale donc, autour de la stratégie nationale pour la biodiversité dans les négociations. Donc on attend beaucoup et on est dans cette dynamique de vice-versa donc vis-à-vis de cette convention. Et alors, est-ce que vous avez une métaphore? Enfin, voilà, ma première question, c'était si la CDB était un être vivant, pour vous, quelle serait-elle? Alors c'est une très belle question, pareil. Donc, alors là, moi, je vais vous faire part des réflexions aussi d'équipe, puisque nous avons échangé sur à quel animal en particulier nous pensions. Donc, en fait, on a du consensus, il en est ressorti 2. Donc, vous m'avez posé une question sur un, je vous en donnerai 2. Alors, le premier, c'est le corail, parce que le corail se construit avec un squelette externe minéral et qui va se développer lentement mais sûrement pour pouvoir être de plus en plus solide et résistant. Ensuite, il va s'allier avec d'autres coraux pour pouvoir former donc une colonie qu'on appelle des récifs. Donc autour évidemment de tout ce qu'emporte la Convention pour la biodiversité, on trouvait que l'image du corail, à la fois fédérateur, à la fois effectivement il y a cette notion d'itérativité et de long terme, était une belle image. Et puis il y a la tortue aussi, alors la tortue, la limace, voilà. Bon, mais parce que c'est un symbole de persévérance et pour beaucoup de populations autochtones en Amérique du Nord, et que la carapace est vue comme une protection vis-à-vis des blessures humaines. Donc on a aussi cette notion bon, certes de lenteur, mais on avance. Hein, voilà, le lièvre et la tortue, c'est quand même la tortue qui gagne au final. Et puis toute cette ambition de protéger aussi des agressions, voilà, de ce que l'humanité peut apporter à la biodiversité avec cette superbe carapace. Donc, 2 animaux. Non, merci beaucoup, et je trouve que c'est assez... au moins, ça nous fait rêver. Vous avez eu tous des approches très différentes. Alors, je ne vais pas dire du règne du vivant, parce que quand même, les plantes et les fonges ne sont pas trop présents dans les métaphores, mais c'est vrai qu'on se sent aussi souvent plus proche des animaux. Alors, pour continuer notre petit portrait chinois, je vais commencer par les côtés négatifs et peut-être après parler des côtés positifs. Quel est le principal défaut de la CDB selon vous ? Et Christophe Albaran, si vous voulez commencer, allez-y. Alors, dans l'esprit de si c'était un être vivant, quel est le principal défaut de la CDB ? Je dirais c'est ce côté monospécifique, puisque rappelons-nous, en 92, c'était quand même le sommet de la Terre, et ce côté en silo, d'un côté la biodive, de l'autre le climat. Sur le terrain, je vous garantis que c'est quand même assez difficile à vendre. Et d'autant plus difficile à vendre que si on veut vraiment gagner le challenge de la protection de la biodiversité, il va falloir aller travailler beaucoup, notamment sur l'éducation. Si on veut protéger le rhinocéros, le premier truc à faire, c'est peut-être expliquer au jeune homme, ou au vieux monsieur d'ailleurs, que la corne de rhinocéros, c'est de la kératine, c'est-à-dire vos ongles, vos cheveux, et que s'ils veulent vraiment améliorer leur performance, ils n'ont qu'à se ronger les ongles, peut-être, plutôt que de décimer les rhinocéros. Donc, le défaut, c'est ça, ce côté mono-spécifique, on gagnera si on est capable d'assembler, et c'est le principal défaut, me semble-t-il. Et par rapport à ça, juste une note aussi, par rapport à vous, votre rôle au sein de l'agence régionale, est-ce que vous avez cette mission de sensibilisation aussi, d'expliquer la biodiversité, les services qu'elle nous rend vraiment, et pas ceux qui sont fantasmés, par exemple ? Alors, assurément, ça fait partie des missions, puisque les agences régionales de la biodiversité ont été créées par la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité, et toute cette notion d'animation, de sensibilisation fait partie des missions des agences, de même que nous avons la diffusion de la connaissance. Et quand je dis diffusion, j'ai envie de dire, j'espère que Pascal Garcia ne me tapera pas dessus, au sens
de la vulgarisation, parce qu'il faut que nos matières, tout ce que nous savons, la communauté scientifique produire, nous devons le rendre accessible à toutes les parties prenantes, parce que si on garde un fossé entre les sachants et les différents acteurs, on a peu de chances d'arriver ensemble. Merci. Et du coup, ça me permet aussi de signaler que là, enfin, je ne sais pas si on peut dire que cette journée vise à vulgariser, en tout cas, ce qu'est la Convention sur la diversité biologique, mais il y a aussi, dans tout ce travail que la FRB et ses partenaires font sur la CDB, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire valoriser, transmettre les connaissances scientifiques pour pouvoir construire un cadre mondial, un cadre de négociation qui est aussi le reflet de la science. Donc ça, on pourra aussi en discuter un peu plus tard au cours de cette table ronde. Juliette Landry, est-ce que vous avez le même défaut en tête ou vous en voyez d'autres ? J'en vois d'autres, j'en vois plein, mais je vais choisissez-en un seul. Alors, je peux pas pousser la métaphore avec la ruche ou la limace, mais j'aimerais bien mettre l'accent sur un sujet un peu plus technique et qui est, pour moi et pour beaucoup, fondamental. C'est ce qu'on appelle le cadre de transparence et de responsabilité dans le jargon de négociation. On pourrait dire de redevabilité, ou encore de mécanismes de planification, de rapportage et revue. Donc c'est un sujet assez complexe en soi dans le cadre au niveau international et au niveau national, mais c'est un sujet qui reste phare pour essayer de voir collectivement et individuellement si on est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de la CDB ou les objectifs post-2020 si on parle de ceci. Et jusqu'ici, en fait, c'est vrai que le texte de la Convention qui a été adopté en 92 c'est un texte juridiquement contraignant, ça a été rappelé dans la vidéo. En revanche, tout ce qui en découle est plutôt mal appliqué. Par exemple, on a des mécanismes existants pour planifier et rapporter sur ce qui a été fait au niveau national, ce qu'on appelle une stratégie ou un plan d'action, stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité, un SPAMB dans le jargon, et un rapport national qui vise ensuite à voir ce qui a été mis en œuvre au niveau national. Et ça, c'est pas assez harmonisé au niveau international. Il y a c'est peu guidé. Donc les pays, on a des documents parfois pour un pays qui vont faire 20 pages, 15 pages, d'autres qui vont faire 350 pages. Si vous allez voir sur le site de la CDB, c'est impossible à lire, rien n'est harmonisé. Donc il y a ça à renforcer aussi. Il y a besoin d'avoir des indicateurs communs mais aussi spécifiques au contexte national, à leur biome, etc. Et ça, c'est super important de renforcer ces mécanismes existants, mais aussi de réfléchir à des mécanismes supplémentaires, un peu innovants dans le cadre de la Convention. C'est une convention, on va dire, qui est basée sur la coopération, donc on ne peut pas mettre en place des processus, on va dire, coercitifs, punitifs. En revanche, il y a plein de choses à faire. Par exemple, mettre en place des processus de revue-vérification. Pour l'instant, il y a peu de choses qui sont faites. On sait qu'il y a un rapport qui s'appelle les perspectives mondiales sur la diversité biologique qui se base justement sur ces rapports pour voir où est-ce qu'on en est collectivement. Mais c'est une revue vraiment très, très générale. Il faudrait qu'on aille vraiment plus loin avec des revues vérification individuelles si possible et obligatoires. Pour l'instant, c'est pas trop bien accepté. Pour moi, ça me semble nécessaire si on veut aussi, par exemple, qu'un rapport soit bien fait dès le début, que les pays soient poussés en fait à faire quelque chose de qualitatif. Savoir qu'il y a une revue derrière, c'est important. Il y a aussi le fait de mettre en place un bilan collectif, un bilan de l'ambition. Une fois, c'est important aussi qu'on ait des cibles nationales qui soient prêtes dès l'adoption du cadre mondial post-2020. Et une fois qu'on a ça, c'est important qu'on ait un bilan de l'ambition. Est-ce qu'on est collectivement, quel est l'écart en fait entre ce qui est proposé par les pays et les objectifs qu'on s'est fixés collectivement, et après ça, qu'on ait un bilan global sur la mise en œuvre à moyen terme, à fin de terme. Et ça, c'est important pour ensuite qu'on mette un peu plus de moyens sur la table. Et le dernier, le dernier mécanisme qui nous semble important, nous, à l'IDRI, c'est de mettre en place un mécanisme de respect, ce qu'on appelle compliance en anglais. C'est un peu un gros mot quand on en parle dans le cadre de la CDB, parce que c'est vu comme quelque chose de coercitif, de punitif, justement. Ah, vous n'avez pas bien fait, on va vous punir. Non, il y a plein de choses. On a vu que dans d'autres conventions internationales sur l'environnement, il y a des mécanismes, des comités de revue du respect. Et en fait, ça a des conséquences vraiment positives
et sur la coopération, parce que ça permet un échange d'expériences. J'ai pas réussi à mettre en œuvre cet objectif. En fait, on va en parler ensemble. C'est pas dans une perspective de punition. Et ensuite, il y a des pays qui peuvent aussi finalement monter en compétences grâce à ces mécanismes-là. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur ces questions-là, et pour nous, ça nous semble vraiment nécessaire si on veut qu'à la fin, cette convention et ce cadre mondial post-2020, en fait, on ait ce suivi vraiment précis de ce qui se passe au niveau national. D'accord, merci beaucoup. Et en vous entendant, je me suis aussi dit, peut-être qu'on a dans la première salve de réponses, parlé de la lenteur aussi des processus. Finalement, j'ai l'impression aussi que s'il y avait peut-être un peu plus de redevabilité, de transparence, il y aurait besoin d'accélérer les efforts aussi pour avoir des comptes à rendre. Marie-Laure Métayer, vous posez la même question sur le défaut. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que disait Juliette, puisque vous disiez que vous étiez un peu en attente, un peu en tant que contributeur. Est-ce que pour vous, avoir un mécanisme, avoir des orientations pour développer la stratégie nationale, est-ce que c'est souhaité mais à la fois contraignant parce qu'il faut que vous vous adaptiez? Est-ce que avoir plus de reporting, plus de redevabilité, ce serait du travail additionnel mais nécessaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais alors complètement en phase avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que par rapport à s'il faut choisir un défaut parmi d'autres, parce qu'il y en a, le fait qu'on n'ait pas de cadre contraignant et pas de dispositif de contrôle avec toutes les subtilités qui viennent d'être évoquées, c'est pour nous effectivement le point le majeur de défaut de la Convention. Ça va être assurément le sujet délicat du nouvel accord. Et on a besoin, nous, et on le demande, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, dont je disais qu'on a produit un premier socle dans l'attente justement de ce qui va se négocier au nouvel accord, et on va porter des demandes, notamment en termes d'ambition et en matière de cibles. Ça a été dit, on a besoin de se fixer des cibles sur les enjeux, des grands enjeux qu'on connaît. Il y a le sujet, par exemple, emblématique des pesticides agricoles, des phytos. Bon, on a déjà du mal à se mettre d'accord au niveau européen, mais on a besoin, et je crois que c'est un enjeu énorme pour nous. Il y a aussi les sujets de l'empreinte écologique. Enfin bref, on a énormément de sujets sur lesquels on a besoin que ce nouvel accord, et donc ce cadre post-2020, nous donne une ambition et des moyens contraignants pour pouvoir avoir des reportings et pour pouvoir, comme je vous le disais, nous les intégrer dans la SNB qui est l'engagement de la France sur la mise en œuvre de cette Convention nationale pour la biodiversité. Donc on est très demandeurs, et on est très en attente. On a tout à fait conscience que ça va être le point, bien sûr, sensible de cet accord. On est quand même à un tournant. On a un autre sujet aussi qui est extrêmement important, c'est le sujet de l'approche prospective, dynamique, en fonction du changement climatique et de ce que vont donner les effets du changement climatique en fonction des degrés qu'on va atteindre, parce qu'on raisonne beaucoup aujourd'hui dans nos politiques de préservation, de restauration, même au niveau des SDAG, sur des états statiques, et on va avoir énormément besoin aussi d'intégrer des cibles qui seront calculées en fonction des effets du changement climatique sur les écosystèmes. Et ça, c'est une donne dont on va avoir énormément besoin pour qu'on adapte aussi tous nos documents de planification, donc que ce soit sur l'eau et la biodiversité, et qu'on puisse être parfaitement en adéquation avec ce que la nature va devenir dans quelques années. On a un enjeu parce qu'aujourd'hui, tout est fait à situation, à état statique en fait. On n'est pas dans cette projection dynamique. Donc en fait, beaucoup d'attentes sur l'ambition, sur des cibles, des indicateurs et sur un système contraignant qui nous permettent de nous booster vis-à-vis de la SNB. Merci. Et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'aspect climatique, on en revient aussi au défaut de silotage dont parlait Christophe Albaran, c'est-à-dire que dans la Convention sur la diversité biologique, pour le moment, il y a une cible qui devrait prévoir de réduire les effets du changement climatique sur la biodiversité et de se fonder sur la biodiversité pour l'adaptation. Alors, une cible compliquée à négocier. Et en fait, c'est vraiment presque, il y a des fortes oppositions pour ne pas parler de climat
trop de climat dans la CDB et pas trop de biodiversité, même si là, la dernière COP à climat, en tout cas à Glasgow, l'hiver dernier, avait avancé là-dessus. Donc, apparemment, il y a des blocages là-dessus. Et sur l'ambition aussi, il y a des blocages. Alors, je ne sais pas, Marie-Laure, Juliette, Christophe, si vous avez des idées de pourquoi il y a ces blocages, aussi bien sur... puisqu'il y a des États qui sont demandeurs de cette ambition, de ce cadre de redevabilité. Il y a des États qui sont demandeurs des liens avec le climat. Pourquoi la CDB n'arrive pas à les faire, puisque finalement, ce sont aussi les États qui font la CDB? Question compliquée. Oui, pour revenir peut-être sur le climat, l'argument qu'on entend en négociation de la part des pays qui ne veulent pas entendre parler d'atténuation pour la cible 7, qui en parle, c'est des questions de mandat. C'est un peu leur argument de dire, en fait, là, on a déjà une convention qui en parle, et ce n'est pas le sujet de la CDB. C'est un argument qu'on pourrait entendre en théorie. C'est vrai que le changement climatique, Bess le dit très bien, c'est une cause directe de perte de biodiversité également. Et je pense qu'il va falloir aussi peut-être investir davantage ce qui se passe. Je pense que cette cible sera très compliquée à négocier, en tout cas que l'atténuation n'en fera pas partie, mais qu'il faudra créer des liens avec la sphère climat, qui a encore du mal à comprendre en fait l'intérêt de s'intéresser à la biodiversité. J'ai l'impression que du côté des négociateurs biodiversité ou même des acteurs qui s'engagent pour la biodiversité à toutes échelles, ils comprennent très bien l'intérêt de lier ces deux sujets, même ces trois sujets avec la désertification. Côté climat, ils ont encore un peu de mal à aller au-delà de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ils ont un peu encore du mal à comprendre qu'il y a des causes indirectes et des causes même directes communes entre changement climatique et érosion de la biodiversité. Et c'est peut-être là qu'il faut un peu plus investir, même si c'est vrai que côté biodiversité, il y a aussi de la formation peut-être à ce sujet, mais je vois que les négociateurs biodiversité dans certains pays, ils sont relativement isolés en fait. Et les négociateurs climat, il y a des besoins de synergie entre ces deux côtés-là. Après, côté ambition, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Je pense que peut-être qu'on en parlera plus tard si on parle de financement, par exemple. Là, c'est un sujet aussi, pour moi, c'est avec les côtés, avec les questions de transparence, de redevabilité. Pour moi, c'est un peu les deux sujets phares et un peu touchy des négociations. Merci. Marie-Laure, vous aviez... Oui, non, mais si je peux compléter, je pense que c'est impératif de pouvoir décloisonner ces conventions. Et il y a le climat, mais il y a la santé, bien sûr. Bon, là, je n'étonnerai personne, je pense, si j'aborde ce sujet. On a beaucoup porté, et on a été très déçus là-dessus en avril, les sujets du One Health et de la santé. On s'est heurté un peu aux mêmes problématiques de cloisonnement un peu des compétences. C'est un vrai sujet. Et là, il y a quelques instants, on discutait encore. Bon, on a le même problème au niveau européen. Pourquoi, quand on discute des produits phytopharmaceutiques, ça ne se passe qu'en conseil agriculture? Il faut que ça se passe en conseil agriculture environnement. Il faut qu'on arrive absolument à décloisonner, sinon on n'y arrivera pas. Donc c'est pour nous un sujet extrêmement important à toutes les échelles, mondiale, européenne, nationale. Voilà. C'est pour ça, les échelles se nourrissent entre elles aussi. Si la CDB peut ouvrir la voie, ça donnera la légitimité. Exactement, c'est pour ça qu'on porte aussi ça, parce qu'effectivement, on attend beaucoup de ce cadre qui peut se décliner à toutes les échelles et qui nous permettra, c'est un vrai porte-drapeau pour nous, la Convention pour la diversité biologique. Merci. Et Christophe Albaron, et en particulier sur les liens entre biodiversité et climat, quand on avait échangé en amont de cette journée, je vous avais demandé, est-ce que ces clivages, on les retrouve aussi au niveau régional, ou finalement, vous connaissez bien les acteurs du territoire, ils sont peut-être plus en prise aussi avec les causes liées, changement climatique, érosion de la biodiversité. Est-ce qu'on arrive à dépasser ces clivages plus facilement au niveau d'un territoire? Alors plus facilement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, et mon propos, c'est pas de dire chez nous on le fait, pas chez les autres, c'est d'expliquer juste ce dont je peux témoigner pour le vivre au quotidien. En Nouvelle-Aquitaine, par rapport à cet aspect silo que vous évoquiez, la nouvelle équipe qui est arrivée donc après les élections régionales a décidé justement de casser ces silos. Comment aborder les enjeux, par exemple, des ENR si on ne les mixe pas avec la biodive?
Donc aujourd'hui, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, il y a un mouvement qui est en cours, et je dis bien en cours parce que la limace m'a beaucoup plu, en cours parce qu'il faut y aller aussi prudemment, de faire de la transversalité. Et ce fil directeur en Nouvelle-Aquitaine porte un nom un petit peu joli, surtout dans ce bel amphi, ça s'appelle Néoterra. Et donc avec cet objectif de fusionner tous ces grands items pour éviter de travailler en silo. Alors il faut être bien optimiste. Autrefois, on était soit dans la direction de l'énergie, soit dans la direction de l'environnement, soit dans la direction de l'agriculture. Et comme vous venez de le dire par rapport à One Health, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, un conseiller régional qui est connu au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Gilles Boeuf, et qui est conseiller régional, est en train de développer One Health. Et ce que je trouve très sympa, c'est que One Health va dépendre dans cette mandature, non pas de l'environnement, mais santé. Et je trouve ça intéressant. Alors après, par rapport à ce que vous indiquiez sur les cloisonnements, moi je le vois bien pour travailler sur One Health en Nouvelle-Aquitaine, et ça m'a toujours fait rire dans mes études, et là je continue à le voir. Par exemple, dans One Health, on parle de personnel de santé, ouais, mais les vétérinaires sont-ils des personnels de santé? Et quand vous posez la question à l'ARS et autres, non, vétérinaire, non, c'est pas de ça chez nous. Ben oui, si on veut gagner One Health, il faudra travailler avec les vétos, il faudra travailler avec les médecins, et il faudra travailler avec les écologues et les aménageurs. Donc, je suis optimiste parce que cet exemple de Néoterra, j'y crois. Par contre, ce genre de propos que je trouve surréaliste quand même en 2022, les vétos, pas de ça chez nous, ça me rappelle quand je faisais mes études, agri, c'était la guerre, sauf que les agros nous indiquaient, et je viens d'en parler avec un collègue du CIRAD, qu'il n'y avait absolument pas besoin de matière organique dans les sols. Il faut quand même être ventru pour affirmer de telles choses. Donc aujourd'hui, le mouvement est enclenché. On peut être optimiste, mais il faut savoir que pour la culture du changement, c'est un vrai sujet de management. Il y a plein de résistance au changement. Et pour les dépasser, il faut y mettre, je crois, un peu de rondeur, un peu d'humour, et puis essayer de dédramatiser. Merci. Et puis donc je retiens aussi une volonté politique, puisque à un moment c'est allez, on se retrousse les manches et on le fait. Vous nous ouvrez la voie vers l'optimisme. On va peut-être parler un petit peu des qualités de la CDB, puisque là voilà, on a parlé de la lenteur, de tout ce qui lui manque. Mais vous étiez aussi, je pense, dans la toute première question, assez d'accord pour dire que elle a finalement des qualités. Elle est bien sympathique, cette convention. Quelle est la qualité, voilà, que vous retiendrez d'elle? Et Juliette, tu voulais commencer. Oui, merci. Je pense que c'est important aussi de souligner le positif. C'est pour ça que j'ai pas voulu rester sur la limace. Pour moi, c'est l'universalité de cette convention, sur deux aspects notamment. Le fait que déjà, ça soit une convention, l'une des conventions, je ne sais pas si c'est la convention, mais l'une des conventions en tout cas les mieux ratifiées du monde. Donc il y a 196 pays. Je veux dire, c'est quand même un exploit de rassembler autant de pays autour de la table, de pouvoir lancer cette discussion. Et pour moi, c'est aussi l'universalité dans le sens de la prise en compte d'enjeux transversaux. Et on a bien vu dans l'introduction ce matin, c'est le fait que cette convention, elle ne s'attaque pas seulement aux enjeux de conservation, mais aussi aux enjeux d'utilisation durable, d'accès et de partage des avantages issus des ressources génétiques. Et qu'il y a aussi les enjeux, donc quand on parle d'utilisation durable, on parle aussi de développement durable. Et je pense que c'est important de souligner que cette convention, elle permet aussi d'aborder ces enjeux, d'aborder le fait qu'il y a des pays en développement qui ont besoin de soutien également. C'est un peu le contexte de Rio qui a permis ça. En revanche, j'aimerais bien contrebalancer cette qualité en disant que ce n'est pas encore à son potentiel maximal. Que là, pour l'instant, et même en fait, aujourd'hui, quand on parle du cadre mondial post-2020, c'est assez triste, on entend parler dans les médias beaucoup du 30 par 30, donc cette fameuse cible qui
sur les 30% de protection des écosystèmes à 2030. Et on ne parle pas en fait de tout le reste, mais en fait le reste, et Denis l'a bien rappelé, en fait, il y a les questions de planification qui sont essentielles, les questions de financement, les questions d'intégration sectorielle, les questions de développement, de contribution de la nature pour les populations, les questions de participation. En fait, tout ça, c'est un socle, et on peut pas voir seulement la biodiversité par le prisme de la conservation. Et jusque-là, en fait, c'est vrai que depuis 92, et même les objectifs d'Aichi, la seule cible qui a été partiellement atteinte, c'était celle sur les 17% de protection des écosystèmes terrestres et 10% des écosystèmes marins. Et je crois que c'est même pas encore tout à fait ça. Et tout le reste, c'est la cible la plus simple à mettre en œuvre, parce qu'on sait bien la calculer. Mais voilà, s'attaquer aux causes directes et indirectes de perte de biodiversité, discuter avec le climat, casser ces silos, ça demande ce qu'on appelle un changement transformateur. C'est à la base de ces discussions-là. Et là, c'est vrai que la Convention, malgré ses qualités, malgré le fait qu'il y a beaucoup de pays autour de la table, c'est aussi son défaut, parce que ça a du mal à avancer, et peut-être cette Convention, elle n'a pas assez d'accroche, elle traite de la biodiversité sans vraiment infuser dans les autres arènes de discussion. Et ça, c'est assez dommage. Oui, d'accord. Donc voilà, sa qualité, c'est son universalité, mais elle n'arrive pas encore à infuser dans tous les sens. Alors pour aussi décrypter un peu les objectifs d'Aichi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancêtre du cadre mondial dont on parle. Hein. Donc c'était le plan stratégique pour la biodiversité 2010-2020. Et sur les changements transformateurs, si c'est un gros mot pour vous, je vous renvoie au site de la FRB, puisque notre journée FRB de l'année dernière était consacrée aux changements transformateurs. Donc tout un programme qui fait l'objet aussi de beaucoup de réflexions au niveau international. Marie-Laure, par rapport à la qualité de la CDB, qu'est-ce que vous auriez retenu ? Déjà, le fait qu'elle existe, et que ce soit finalement quand même le premier traité international fédérateur en faveur de la biodiversité, je pense que il faut quand même le souligner. Ensuite, je pense que ça a été dit, alors on peut le voir comme une qualité ou un défaut, mais le fait qu'elle touche tous les domaines en lien direct ou indirect avec la biodiversité, on le voit plutôt comme une qualité. En tout cas, il faut en faire une qualité, même si évidemment après pour concrétiser c'est compliqué. Mais c'est cette approche vraiment très large et très intégrée du sujet qui aussi fait tout l'intérêt de cette convention. Et sinon, puis alors le fait que du coup elle touche vraiment à tous les domaines, y compris d'ailleurs via le protocole de Carthagène, les sujets des risques des biotechnologies. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et sinon, pour être un petit peu plus précis, peut-être la qualité principale, nous, qu'on retiendrait, c'est le côté juste et équitable. Avec, du coup, les trois organes de la Convention, tous, en fait, fonctionnent sur le même principe et sur le même mode, à savoir à chaque fois mobiliser les différents acteurs, les différents mondes académiques, décideurs politiques, scientifiques, société civile, etc., pour que chacun puisse avoir, avec un pied d'égalité, le droit à la parole, le droit à s'exprimer, y compris avec tout ce qui est aussi pratique traditionnelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ça nous semble un élément essentiel pour pouvoir avancer sur des sujets complexes où il y a souvent des intérêts contradictoires, et pouvoir avoir donc cette approche très équitable et juste du sujet, mobiliser les différents acteurs de la société avec donc cet article 6 qui prévoit que chacun puisse dans ses États décliner localement au travers donc d'une stratégie ou d'un plan donc les objectifs de cette stratégie. Voilà, c'est après effectivement il y a la limace, c'est sûr, mais ça restera une image aujourd'hui pour tous, je pense. Mais bon, la limace, elle s'accroche aussi, elle a quand même du mucus, voilà. Donc bon, c'est vraiment ce qu'on voit de positif dans cette convention. On voit bien que d'ailleurs que nous, on l'a vraiment mis en pratique lors des 18 mois précédents, des travaux qui ont été menés pour conduire l'élaboration du premier socle de la SNB, certes modeste, mais on attend la suite. Et donc on a bien
eu énormément de travaux, de concertation en mobilisant tous les acteurs dans les territoires pour qu'il y ait aussi ce mouvement ascendant. Donc on est dans cette logique et ça nous semble quand même essentiel. Voilà. Merci. Et je pense aussi que dans vos deux premières réponses, en tout cas, on voit bien le besoin de rééquilibrer ces fameux 3 piliers dont on a commencé à parler dans la journée. Et c'est pour ça aussi que le souhait de la FRB aujourd'hui, c'était vraiment de traiter des 3 piliers, parce que souvent, en fait, on pense que conservation, et il y a notamment l'utilisation, le partage des avantages qui touchent aux enjeux que vous avez soulignés. Christophe, est-ce que vous partagez la vision de ces dames ? Tout à fait. Et je vais même la compléter. Donc la qualité, comme vous venez de le rappeler, avec ces 3 piliers, c'est vraiment ce caractère exhaustif et pratique, surtout avec le 3e pilier. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité. S'agissant de ce que disait Juliette sur peut mieux faire, en gros, si on était au conseil de classe. Moi, je vais prendre une métaphore sportive. On est sur une vitesse max aérobie, pour ceux qui font de la course à pied, autour de 15 km/h. Et puis si on travaille un peu plus ensemble, on devrait pouvoir atteindre une très très belle VMA du style 20 km/h. Donc pour être positif, j'entends bien ce que vous disiez, je le partage. Et je crois que c'est super sympa de se dire, il reste encore ce chemin à parcourir ensemble. Voyons comment l'atteindre dans les meilleures conditions. Et la limace, ça va bien, Marie-Laure, avec cette notion aussi d'endurance, parce que la vitesse max aérobie, ça permet de soutenir un effort. Et donc, je trouve qu'on est dans cette logique tous les 3, et je sens bien une communauté d'esprit. Il y a des tortues rapides, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des marathoniens qui courent en moins de 2 heures. Bon, il y en a un pour l'instant, mais ça veut dire quand même qu'on peut être à la fois marathonien et rapide. Merci beaucoup, Christophe. Alors, pour peut-être une dernière question à chacun de vous, la manière dont vous utilisez le travail de la Convention sur la diversité biologique et son programme stratégique, et puis aussi, on est la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, donc là-dedans aussi, quel rôle vous voyez pour la recherche, aussi bien pour le cadre mondial que pour la recherche dans vos activités, la déclinaison. Alors je précise que cette question, Proust n'y avait pas répondu, ça c'est moi qui l'ai un peu rajouté. Mais voilà, si je peux donner la parole à Juliette peut-être pour commencer. Oui, alors donc là, dans nos travaux à l'IDRI, on est encore en train de suivre inlassablement ces questions de gouvernance internationale de la biodiversité avant donc, l'adoption du cadre. Donc là, l'idée, c'est surtout de continuer à travailler sur l'ambition, sur la mise en œuvre, etc. Je pense qu'une fois que le cadre sera adopté, et en fonction de son contenu, nous, en tout cas, on a deux enjeux phares. C'est ce qu'on appelle tout d'abord l'intégration sectorielle, le mainstreaming, qu'on entend encore une fois du jargon des négociations. C'est que, comme on a dit, la CDB, c'est un socle collectif. Mais il nous faudra un cap, commun, et il nous faudra des accroches. Et en fait, ce cadre-là, il nous permettra, in fine, d'aller investir à la fois toutes les échelles de gouvernance, et là, je pense que c'est bien représenté, mais aussi les institutions, les instances sectorielles. Ce cadre-là, il faut qu'il permette aux acteurs de biodiversité, les acteurs qui s'en chargent, par exemple, un référent biodiversité au niveau international à la FAO qui traite des sujets agricoles, que ça lui permette en fait d'aller voir ses collègues, de discuter de biodiversité dans vraiment chaque programme de travail lié à l'agriculture. Après, il n'y a pas que ça, il y a les océans, le climat. En fait, il leur faut des points d'accroche et ce cadre mondial post-2020, c'est important qu'il y ait des objectifs aussi précis, ce qu'on appelle SMART, des objectifs vraiment avec des éléments numériques, avec des indicateurs de suivi, pour qu'ensuite ces acteurs-là, et dans les ministères également, qui puissent être armés en fait, pour aller voir les autres ministères et intégrer en fait, tous les enjeux de biodiversité et pas seulement rester cantonnés aux enjeux d'environnement ou même de climat, parce que c'est vrai qu'en France, je pense qu'ils communiquent très bien entre climat et biodiversité, peut-être pas dans tous les pays, mais voilà, pour nous, c'est vraiment un sujet important au niveau international également. Avec toutes les instances sectorielles. Ensuite, un autre sujet qui pour nous est important, c'est les questions de financement et de mobilisation des ressources.
Et donc là, c'est vraiment un vaste sujet. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là. C'est que et c'est lié aussi au contexte de la CDB, en ce que les pays en développement sont vraiment demandeurs de financement supplémentaire, de ressources additionnelles pour mettre en œuvre ce cadre. Et en fait, leur position, là dernièrement, c'était ça, c'était de dire, en fait, là, on est en train de négocier l'ambition du texte, mais nous, on ne veut pas répéter Aichi. On ne veut pas répéter les objectifs d'Aichi. On veut que, tant qu'il n'y a pas des moyens sur la table, nous, on ne négociera pas l'ambition. Alors, c'est leur position, qui peut s'entendre, c'est vrai. Et je pense que les deux vont de pair. On ne peut pas avoir de l'ambition si, d'un autre côté, on n'a pas des moyens de mise en œuvre, que ce soit du renforcement de capacité, en tout cas des ressources non financières, mais des ressources aussi financières. Donc il y a ces questions de mobiliser davantage aussi à travers donc, les fonds multilatéraux, l'aide publique au développement. Et c'est important aussi que les autres fonds bilatéraux, multilatéraux, les banques multilatérales de développement, en fait, et l'emprise sur le sujet biodiversité, l'intègrent, en tout cas pour que leur financement de projets de développement n'ait pas, à minima, de répercussions sur la biodiversité. Et aussi, je pense que c'est super important de rappeler que la première étape, c'est avant tout de réduire les subventions néfastes, et ça, on l'a vu aussi, que c'était une cible, c'est la cible 18 du cadre. Réduire les subventions néfastes, l'OCDE estime qu'on est à 500 milliards par an. Je pense que c'est beaucoup plus, qu'elles sont sous-estimées. Si on prend par exemple les combustibles fossiles, qui ont aussi un impact sur la biodiversité via le changement climatique, là on est à plus de 1 trilliard... je ne sais pas comment on dit. 1000 milliards, ouais, voilà, 1000 milliards 2000 sabords, ouais. par an, c'est quand même énorme. Et en fait, plus on réduira ces subventions néfastes, moins on aura besoin de mobiliser aussi dans le temps. Donc il y a un panel d'experts qui a travaillé sur la mobilisation des ressources et qui dit très bien, la première étape, c'est de réduire ces subventions, ces incitations néfastes aussi, parce que ce n'est pas que des subventions, c'est aussi des incitations, des politiques. Ensuite, de mobiliser davantage et à la fin aussi de maximiser, de rendre ces flux financiers en fait efficaces et qui soient bien alignés aussi avec le cadre mondial et ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment pour nous 2 sujets importants. Et je pense que la recherche aussi a son rôle à jouer sur ces liens entre finance et biodiversité, entre toutes les instances sectorielles et la biodiversité pour que tout ça converge. Oui, voilà, donc, et aussi en parlant recherche, il y a toutes les contributions des communautés écologues, etc. Mais il y a aussi vous, en tant que chercheuse sur les sciences politiques aussi, réfléchir à toutes ces questions d'intégration, de mise en œuvre, etc. Christophe Albaran, pour vous, le cadre mondial, comment vous allez l'utiliser ? Nous l'utilisons, c'est notre... source d'inspiration. Vous évoquiez la stratégie nationale. En région, on est en train d'élaborer la stratégie régionale de la biodiversité. Donc c'est vraiment du très pratique. S'agissant des subventions néfastes, ça me fait plaisir d'entendre cet objectif parce que dans les propositions des acteurs des territoires, c'est justement quelque chose qui a été spontanément demandé par de nombreux acteurs des territoires. L'arrêt des subventions néfastes, y compris donc à une échelle très très micro, parce que la Nouvelle-Aquitaine par rapport au monde, donc c'est vraiment quelque chose de très important. La recherche, et le propos était très intéressant de ce que vient de dire Juliette, la recherche par rapport à l'incidence de certaines mesures politiques. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la biodiversité, c'est un point que je partage avec un certain nombre d'acteurs de notre niveau. On a suffisamment, me semble-t-il, de données scientifiques pour faire avancer le schmilblick. Donc, il y a des choses à travailler naturellement sur l'économie. Quand je dis qu'on a assez de données scientifiques, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, mais ça veut dire que la recherche, pour pas que les moyens financiers soient trop dilués, je pense que la recherche a tout à fait sa légitimité en lien avec les parties prenantes. C'est ce qui se passe par exemple en Nouvelle-Aquitaine avec Biosénat, ce collectif de recherche qui a mis en place une assemblée des parties prenantes qui peut interagir, mais très sincèrement, pour un quinquat qui n'aime pas du tout entendre c'est les générations futures qui vont nous sauver. Non, c'est nous qui sommes en responsabilité, c'est nous qui sommes aux commandes aujourd'hui. Je crois que, sans blesser quiconque dans cette belle assemblée, nous ne manquons pas de science,
nous manquons de médiateurs et je pense qu'il y a un verbe ou une phrase, si ça pouvait être ma conclusion, il va falloir donner envie à ceux qui ne sont pas encore convaincus de l'intérêt de protéger la biodiversité. Donner envie, c'est pas juger, c'est pas ostraciser, c'est vraiment une autre dimension. Voilà, donc j'ai grand plaisir à travailler avec la recherche et Biosénat, mais je pense sincèrement qu'il va falloir beaucoup de médiateurs et d'ambassadeurs. Merci beaucoup, et je pense que c'est ça aussi, on a parlé de la Convention comme un cap, comme une scène aussi. On essaye en tout cas aussi à notre humble échelle en France, de la faire connaître autant que le climat, puisque quand il y a une COP climat, on en voit dans tous les médias, et aujourd'hui ça commence à augmenter, mais je pense que c'est encore incomparable par rapport à la couverture que peut avoir la Convention sur la diversité biologique. Et alors la Convention sur la désertification, qui savait que la COP désertification était il y a 2 semaines, hormis ceux qui travaillent dessus? D'accord, bon. Alors, je ne jette pas la pierre à ceux qui ne le savent pas, et ceux qui ont levé la main, je sais que vous étiez censés le savoir de toute manière. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Marie-Laure, pour vous, on en a déjà parlé, comment vous allez utiliser cette convention, mais voilà, si vous voulez un peu revenir sur ce qu'ont dit Juliette et Christophe, et puis aussi peut-être plus au niveau de la recherche, vous, est-ce que vous déclinez ce travail aussi qui est fait, donc la CDB se fonde sur beaucoup de travaux, vous héritez de cela, vous avez aussi vos propres appuis scientifiques au niveau national? Merci. Alors du coup, je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vraiment très intéressant ce que disait Christophe. Je pense qu'on a un vrai enjeu sur la mobilisation, sur la médiation, mais avec plus largement un enjeu social finalement, parce qu'il va falloir convaincre. On n'a pas évoqué peut-être assez ce défaut de la Convention pour la biodiversité, pour la diversité biologique, qui rejoint le défaut un petit peu global d'ailleurs de tout ce qui est fait en faveur de la biodiversité. Ça reste des sujets assez peu communicants pour le grand public. Ça reste un sujet un petit peu d'élite, excusez-moi du terme, mais donc on va beaucoup travailler, entre autres, dans le cadre de l'ASNB, sur le volet justement juste et équitable, et aller beaucoup aussi sur les jeunes, la mobilisation des jeunes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le service civique parce qu'on avait une commande, le président de la République tient beaucoup à développer le service civique pour des missions nature, et donc on a travaillé sur une convention multipartenariale avec l'éducation nationale là-dessus, et donc j'ai beaucoup creusé le sujet. Je me suis aperçue, puisqu'on a déjà beaucoup d'opérateurs de la sphère biodiversité qui reçoivent des jeunes dans le cadre du service civique, que lorsque par exemple les parcs nationaux font une offre pour des missions de jeunes, on se dit qu'on va avoir 2000 candidatures. Il y a des candidatures, mais c'est tous des Bac+5. Et ça, c'est extrêmement frappant. Alors qu'un des objectifs du service civique, c'est la mixité sociale, c'est justement l'ouverture, aller croiser des jeunes qui viennent d'horizons complètement différents. Donc sur la biodiversité, échec total. Donc ça interpelle. Il est clair que les décideurs aujourd'hui, c'est pas forcément les tout jeunes qui ont 15-16 ans, mais c'est quand même eux qui sont l'avenir, et il faut absolument que ce sujet de la protection de la biodiversité soit un sujet qui parle à tout le monde et qui soit un objet du quotidien, si je peux dire. Donc ça, c'est mais bon, je rentrais parce que je rebondissais grâce à ce qui a été dit par Christophe, mais plus généralement, bien sûr, ça a été déjà dit, nous, on attend énormément du prochain accord pour pouvoir terminer notre SNB avec notamment des cibles et des indicateurs. Mais ce qu'on va aussi faire et utiliser dans le cadre de cette SNB, c'est utiliser tout simplement les objectifs de protection, de restauration, d'utilisation durable des ressources, de tout ce qui va être autour de la restauration aussi des écosystèmes. Donc tous ces éléments-là, ça va être la mise en œuvre concrète, donc au niveau du territoire de la SNB, via bien sûr les stratégies régionales, parce que c'est dans les territoires que ça se passe, c'est quand même les acteurs locaux qui mettent en place concrètement ces actions. Donc voilà un petit peu comment ça va se décliner. Bon, il y a le sujet des moyens. Ça c'est clair, donc il faudra aussi, et ça va se discuter aussi au Parlement dans les prochains mois, puisqu'en plus la particularité du projet de loi de finances 2023, c'est qu'on est sur un quinquennat, donc ça veut dire qu'on va aussi planifier les budgets pour l'ensemble du quinquennat, donc
il faudra aussi que voilà, on ait des discussions stratégiques sur les moyens qu'on met sur ces sujets. Et on a aussi le sujet de, dans le cadre de ce que porte la Convention sur la diversité biologique, de cet aspect à la fois fédérateur et toucher l'ensemble des domaines, on va avoir les fameuses feuilles de route aussi, qui vont être donc demandées par la Première ministre donc à la rentrée aux différents ministères pour décliner plus largement la planification écologique. Donc c'est là aussi qu'on va pouvoir mettre en œuvre toute cette approche complètement intégrée, décloisonnée et de l'urgence à agir sur le climat et la biodiversité. Je pense que le président de la République l'avait dit à Marseille, c'est les deux volets d'une même crise. Donc c'est pas deux choses différentes. Voilà, donc un petit peu globalement, pour faire très rapide, parce qu'on pourrait en discuter des heures. Mais j'insiste beaucoup sur le sujet de la mobilisation citoyenne. Il faut arriver vraiment à faire et à communiquer et à faire de ce sujet de la protection de la biodiversité un enjeu du quotidien pour les Français de toutes les catégories et puis pouvoir convaincre de cette interdépendance que l'humain a avec la nature qu'on a perdue avec le progrès, l'évolution de la médecine, etc., où on s'est un peu détaché et on a cru qu'avec notre vanité et notre orgueil, on pouvait résoudre tout un tas de problèmes en se passant de la nature. Il faut vraiment, on le dit, mais en fait, je pense qu'on n'a pas encore réussi à convaincre de ça. Très bien, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, en tout cas globalement, c'est que pour vous, la CDB est vraiment bonne dans son intention, dans sa manière d'aborder les sujets. Et après, elle pêche surtout dans l'exécution. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'entends quand même des messages plutôt optimistes, qu'on va progressivement vers peut-être plus de redevabilité, même si ça va être compliqué, vers plus d'intégration dans les différents secteurs. On va pouvoir convaincre plus d'acteurs grâce aussi au bel exemple qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine. Donc les grandes priorités pour Kunming, c'est vraiment ça, c'est se donner les moyens de l'ambition, c'est de pouvoir aussi sensibiliser et peut-être fédérer à tous les niveaux, internationaux, nationaux, régionaux, les acteurs autour de cette cause de la biodiversité par l'approbation d'un cadre ambitieux. On a du temps pour des questions maintenant, donc j'espère que ça vous a donné quand même on a pu vraiment décortiquer, rentrer dans des tas de sujets qui étaient abordés dans les 2 premières sessions d'introduction. Mais si vous avez des questions pour nos intervenants sur les propos qu'ils ont dit ou sur ce qu'ils n'ont pas dit et que vous auriez aimé entendre d'eux, allez-y. Daniel, il y a là-haut. Après, tu veux venir ? Bonjour. D'abord, merci pour vos présentations et vos réponses à ces questions pour un panel qui était très intéressant. Je me demandais, lorsqu'on parle d'un cadre juridique contraignant, dans le cadre de la CBD, qu'est-ce que ça signifie véritablement pour les États? Si on voit qu'en plus le processus de reporting pêche encore, quelles sont véritablement les conséquences en cas de non-suivi du cadre? Merci. Merci. Je vais prendre quelques questions et puis ensuite je passerai la parole au panel. Donc, allez-y. Oui, moi je voulais revenir sur les relations entre la CDB et la recherche, puisque effectivement on est aujourd'hui réunis dans la journée de la Fondation de la recherche pour la biodiversité. Et du coup, j'aurais voulu avoir plus de compréhension de comment les résultats de la recherche sont intégrés en fait dans au départ, en fait, exactement quel est le processus d'utilisation de ces résultats dans la définition de ce cadre et de ses objectifs et de ses cibles. Voilà. Merci. Et il me semble qu'il y avait une troisième. Oui, je vais prendre une troisième là. Puis ensuite, Mariam, il y aura derrière. Vas-y. Oui, Bernard, allez-y. Oui. Bernard Chevassu, Humanité et Biodiversité. Il y a une dimension qu'on n'a pas du tout évoquée, qui est la dimension européenne. Dans les conventions internationales, généralement, c'est plutôt l'Union européenne que les États membres qui représentent. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement quelles sont les positions que défend l'Union européenne, ou comment elles sont élaborées, et donc quelles sont les chances effectivement qu'on aboutisse? Et puis l'autre question, c'est une question de sémantique, parce que
Pour filer la métaphore de la ruche, parfois les ruches deviennent bourdonnantes, c'est-à-dire qu'elles créent du bruit ou de nouveaux mots, mais dont l'impact réel est parfois un peu limité. Et je me demande si effectivement la notion de limite planétaire, qui a émergé quand même depuis une dizaine d'années, et qui remet quand même un peu en cause le développement durable, au moins dans sa version faible, n'est pas quelque chose qu'il faudrait davantage mettre en avant, parce qu'effectivement, avec le développement durable, on a quand même des options qui parfois dénaturent un peu le concept initial. Merci. Merci. Alors, je vais prendre... peut-être je vais faire répondre les intervenants un petit peu, puis après on prend une ou deux questions supplémentaires. Bon, Juliette, peut-être pour le cadre juridiquement contraignant, ça veut dire quoi? On va mettre le président français en prison s'il ne remplit pas ses objectifs? Alors c'est vrai que comme je l'ai dit, il n'y a pas de punition. Ce n'est pas un cadre punitif. Donc les pays, s'ils ne respectent pas leurs engagements, il n'y aura pas un bâton derrière pour le mettre en prison. On ne va pas mettre en prison le président de la République. En revanche, il y a des choses qui pourraient être faites et mieux sur l'aspect d'ancrage juridique. Ce qui est intéressant, je trouve, côté climat, alors il ne faut pas trop faire de comparaison climat-biodiversité, c'est vraiment deux forums différents. Mais en tout cas, depuis l'accord de Paris, il y a donc ce qu'on appelle des contributions déterminées nationalement. Et ces contributions-là, elles ont un ancrage juridique fort au niveau national, ce qui fait que ça rend possible aussi la mobilisation. On parle de mobilisation, ça rend possible ce qu'on appelle donc les procès sur le climat. L'État a quand même été condamné sur le manquement des engagements pour le climat. Pour la biodiversité, on n'a pas ça. Les SPAMB n'ont pas autant d'ancrage juridique au niveau national. C'est un document, en fait, des fois c'est des documents vraiment très riches, très bien conçus. Il y a vraiment cette participation, cette approche inclusive où donc il y aura des consultations. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, qu'il n'y ait pas cet ancrage juridique qui permet à la fin, au niveau national, donc d'avoir de la redevabilité au niveau national et après au niveau international. Comme c'est une convention, oui, le traité est juridiquement contraignant, mais il n'y a pas de punition. Donc en fait, c'est surtout ce qu'on appelle du naming and shaming. Enfin, voilà, on va dire on pointe du doigt et voilà, on pointe fait du doigt. bout. C'est ça. On fait bout et on dit tel pays n'a pas respecté ses engagements. Là, pour l'instant, on peut même pas faire ça en fait. C'est-à-dire que les pays ne sont même pas d'accord pour mettre en place ce genre de procédure. L'idée, c'est pas forcément, en plus de partir de... C'est pas bien de le prendre de ce côté-là, finalement, c'est de se dire plutôt, c'est quoi vos difficultés, comment on peut vous aider. Quand vous êtes un pays en développement, vous avez... Oui, effectivement, il faut lutter contre la pauvreté, il y a d'autres enjeux qui sont nécessaires qu'il faut résoudre, merci. Et donc, je pense que, finalement... Contraindre, c'est un grand mot, c'est pas forcément punir, mais il y a vraiment ces deux échelles. Au niveau national, où là, il y a besoin de plus, et au niveau international, où il faut, pour moi, individuellement, aller revoir ce qui se passe au niveau national. Sur la question de ce qui se passe au niveau européen, Marie-Laure, vous êtes en contact avec des homologues, et bon, on connaît la stratégie européenne pour la biodiversité. Est-ce qu'elle vous sert aussi de cap? Est-ce que vous devez être une hydre à deux têtes pour répondre à la CDB, à la stratégie européenne? Alors, tout à fait. Alors, traditionnellement, lors des COP, il y a un travail de préparation qui est mené par la Commission européenne pour porter les positions de l'Europe, de l'Union européenne. Donc ça, c'est un travail qui se fait lors de réunions préparatoires. Et donc, il y a eu une réunion au mois d'avril pour préparer les positions européennes pour la prochaine COP. Alors bon, le cadre européen, il est donné sur ces sujets environnementaux par le fameux Green Deal avec ses stratégies d'accompagnement, dont les stratégies Farm to Fork, stratégie bien sûr biodiversité. La difficulté, et ça a été assez décevant en fait, la précédente réunion, c'est qu'on est dans un contexte compliqué en ce moment avec la crise ukrainienne qui met en péril un certain nombre d'engagements de la Commission européenne sur justement des cibles
Sur Farm to Fork, on en a beaucoup parlé. Et on est dans la perspective de réviser aussi la fameuse directive sur les pesticides, où il avait été normalement acté entre les États membres qu'on allait se fixer une cible de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Il ne vous a pas échappé que dès les premiers jours de la suite de la crise ukrainienne, on est revenu déjà sur un certain nombre d'acquis, notamment sur les cultures des jachères, sur l'utilisation des phytos dans les jachères, etc. Qu'en ce moment on discute, on commence malheureusement même à rediscuter dans le cadre de la prochaine PAC de l'obligation de rotation de culture. Donc tout ça rend extrêmement compliqué, malheureusement, les travaux sur l'ambition européenne par rapport à un certain nombre de sujets très sensibles. Il n'en reste pas moins que sur les objectifs de protection forte, de protection en matière d'air protégé, etc., là, pour le coup, le cadre européen est fixé par la stratégie biodiversité et que l'Europe, bien sûr, porte ce qui fait partie de sa stratégie européenne. Après, je suis beaucoup plus prudente sur le fait qu'on arrive à se mettre d'accord pour porter des cibles sur des sujets extrêmement sensibles comme les sujets agricoles qui divisent à l'intérieur de l'Europe. Voilà, donc après, les pays participent bien sûr à la COP en tant qu'État membre avec leur souveraineté, si je puis dire, mais la tradition et l'objectif, c'est bien sûr normalement que ce soit la Commission qui puisse porter la vision européenne sur laquelle sont mis d'accord les États membres. À ce stade, voilà, les travaux ont conduit à des ambitions beaucoup plus modestes que ce qu'on avait espéré, y compris sur le One Health. Il y a eu beaucoup de discussions dans les préparations, mais ça avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Voilà. Et donc il y a déjà un niveau de négociation il y a un niveau de négociation européen qui est compliqué par la crise ukrainienne. Voilà. Sur la question des limites planétaires, peut-être Christophe Albaran qui nous avait parlé plusieurs fois de développement durable. Je vais passer de Proust à Shakespeare. Est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien, la CDB ? Ce n'est pas beaucoup de bruit. Par contre, Bernard, par rapport à votre intervention sur les limites, on ne peut être que d'accord. On parlait de caractère universel, international. Il y a une escroquerie monumentale dans le terme développement durable. C'est que ce n'est pas la traduction. La traduction, c'était développement soutenable. Donc, je ne peux être que d'accord avec vous. Les limites, en fait, un certain nombre d'acteurs, et ça peut paraître contre-intuitif, les ont bien intégrés. Et aujourd'hui, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Nous travaillons en Nouvelle-Aquitaine à accompagner justement le mouvement de la coopération agricole sur la prise en compte de la biodiversité. Et ce n'est pas tout à fait la même position que d'autres agriculteurs. Donc les limites, elles existent. Un certain nombre d'acteurs les ont sincèrement intégrés. Je pense notamment à des acteurs économiques. Il y a des bonnes nouvelles, on l'a évoqué tous les trois. Une très très bonne nouvelle du secteur économique, c'est par exemple, et il n'y a pas de frontière entre climat et biodive, c'est la Convention des entreprises pour le climat, où je trouve ça assez super de voir des entreprises qui s'engagent spontanément, et là c'est plus contraignant, c'est spontanément, et qui créent même des postes. Il faut quand même savoir qu'il y a des postes aujourd'hui qui sont créés, y compris dans des cabinets comptables, pour intégrer ces dimensions climat et biodiversité. Donc les limites, elles existent, elles sont perçues. Il y a juste une petite frilosité, et j'espère ne vexer personne, juste une petite frilosité d'un certain nombre d'élus, à tous les niveaux, qui pensent qu'il ne faut pas effrayer le grand public. Or, me semble-t-il, le grand public est beaucoup plus mature qu'on peut l'imaginer sur ces questions-là. Et je pense que les limites, c'est finalement beaucoup dans la tête des élus ou des responsables politiques, parce qu'on peut être responsable sans avoir été élu. Et la crise de la Covid nous a bien montré que l'orthodoxie budgétaire, eh bien, on a été capable, et c'est heureux pour la paix sociale et pour faire société, on a été capable de la dépasser avec le quoi qu'il en coûte. Donc, je ne peux que vous rejoindre. Il y a des limites, il faut les intégrer. Nombre d'acteurs les intègrent. Encore faudrait-il que les politiques osent franchir le pas. J'espère, Bernard, avoir répondu à
à cette remarque très judicieuse. Merci Christophe. Et je veux bien que vous rendiez le micro à Juliette. C'est vous que j'ai choisi pour répondre à la question d'Ophélie Ron sur le rôle de la recherche, parce que ça se passe vraiment. Là, je pense que la question était vraiment au niveau de la CDB elle-même et des négociations. Donc, comment les travaux de recherche sont pris en compte, aussi bien dans la préparation des textes que peut-être pour les négociateurs. Oui, je pense que c'est une question super importante. Pour la préparation du cadre mondial post-2020 pour la biodiversité, on a eu de la chance, c'est que l'évaluation mondiale de l'IPBES a été publiée donc, au moment, presque juste après le début de ces consultations, de cette préparation du cadre mondial post-2020, parce que ce cadre-là, il y a tout un processus aussi de consultation, je pense qu'il faut le souligner également, pour la prise en compte de différentes visions, ça c'est important, et cette évaluation mondiale de l'IPBES qui hiérarchise les causes directes et indirectes aussi, et qui propose également des solutions. Donc en mai 2019, au moment où ces consultations commencent, ça a permis de faire en sorte que les résultats, les conclusions de l'IPBES soient reflétés dans le cadre. Et donc le début du cadre, c'est vraiment des cibles 1 à 8, s'attaquent directement aux causes directes, et ensuite on passe aux causes plutôt indirectes et aux moyens de mise en œuvre. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose aussi que ce timing-là. Après, concernant la recherche, en fait, le sujet biodiversité, c'est intimement lié du coup aux questions de recherche sur l'écologie, sur les recherches sur les écosystèmes, sur la fonction des écosystèmes. En fait, de fait, on est obligé de communiquer avec la recherche constamment. Et donc, à chaque fois qu'il y a même des réunions des organes subsidiaires, tu as parlé du SUBSTA, du SBI également sur la mise en œuvre. En fait, à chaque fois, que ce soit sur les sciences naturelles ou sur les sciences sociales, les sciences politiques, les sciences économiques, il y a beaucoup de liens qui sont faits de fait. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent compléter, parce que... On va prendre la dernière question, mais en fait, moi, je vais me permettre juste un petit complément, c'est que concrètement, les bases de négociation, ce sont des documents qui sont produits par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Là, pour le cadre mondial en particulier, il y a aussi 2 coprésidents d'un groupe dédié au travail sur le cadre mondial qui font leurs travaux, et eux, ils se fondent quasi exclusivement sur des connaissances scientifiques qu'on peut tracer, parce qu'il y a des documents d'information qui font des dizaines et des dizaines de pages. Donc, en fait, l'information scientifique est vraiment présente. C'est après quand vient le côté de la négociation politique, où là, on voit que le contenu scientifique s'étiole de plus en plus. Une dernière question, je suis désolée, je vais avoir le temps que pour une dernière question, et je l'avais promise à Hélène Gross. Merci, désolée de crier la priorité du coup. Donc Hélène Gross-Acta, déjà merci pour vos interventions et ces regards croisés que j'ai trouvé vraiment intéressants. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes impliquée sur ces questions, donc je ne sais pas si vous pourrez répondre à ma question, mais j'avais une question sur l'évolution en fait de tout ce processus, parce qu'il y a 30 ans, le réchauffement climatique, c'était pas aussi prégnant. Vous avez parlé de One Health, on n'en parlait pas, ou en tout cas peu, il y a 30 ans. Pareil, niveau mobilisation citoyenne, c'était peut-être pas pareil qu'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais savoir. Alors j'ai bien entendu que c'était une limace, donc ça avançait tout doucement. Mais néanmoins, si vous avez constaté des évolutions, ça que ce soit dans le processus lui-même, dans la manière dont les gens se saisissent des questions ou discutent, ou dans la manière dont ensuite c'est décliné, approprié localement. Merci beaucoup. Peut-être en 30 secondes chrono, chacun d'entre vous. Si Christophe, le micro est devant vous. Merci pour cette question. Effectivement, les choses progressent. J'ai commencé sur ce sujet en 1996. Et je peux vous garantir que vendre la biodiversité et le changement climatique en 1996, il fallait avoir la foi du charbonnier. Aujourd'hui, je le disais à l'instant en réponse à Bernard, nous sommes sollicités par nombre d'acteurs et les sujets sont dans la société. Et ça, c'est très bon signe. Ils ne sont pas cantonnés au monde académique. Donc, entre 1996 et 2022, je peux vous garantir que l'évolution, elle est vraiment visible et c'est un plaisir. Et c'est pour ça que malgré le dernier rapport du GIEC, malgré plein de choses qu'on a au quotidien, je me permets un propos optimiste devant vous ce matin.
Merci. Alors moi, j'avais 2 ans au moment du sommet de Rio, donc c'est un peu difficile de prendre du recul. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu ce basculement où à la base la biodiversité était un peu vue comme un hobby de hippie. Comme quelque chose de... Voilà, on s'intéresse qu'aux espèces charismatiques, la question du lien avec la nature, parce qu'il y a différentes visions, en fait, je pense que c'est important de le souligner, ces visions-là qui sont discutées à la CDB. Il n'y a pas qu'une vision de la nature pour ses services écosystémiques, mais il y a tout un tas de visions, Pachamama, etc., où là, c'est une autre connexion avec la nature. Mais dans nos sociétés, c'était comme ça, et je pense qu'il y a eu ce basculement au moment où on a compris que justement il est question de limites planétaires, que ce n'était plus soutenable en fait, et que ça allait avoir des conséquences directes sur nos vies. Malheureusement, on est dans une société occidentale et cette vision elle est majoritaire. On est en France aujourd'hui, on est à la FRB. Voilà, et je pense que c'est important justement de rappeler que au fur et à mesure, grâce aux négociations, grâce à cet espace à la CDB de discussion, grâce à l'IPBES aussi, on a compris qu'en fait, déjà, il faut respecter ces autres visions de la nature, et aussi que finalement, en tant que société, collectivement, si jamais on ne fait rien, si jamais on ne lutte pas contre l'érosion de la biodiversité, c'est tout le socle, les objectifs 14 et 15 des objectifs de développement durable, qui se basent sur les objectifs d'Aichi qui devront être renouvelés, j'imagine, après l'adoption du cadre post-2020. Ça représente, quand on voit il y a une espèce de triangle avec le socle, c'est la biosphère, c'est 14 et 15. Et je pense que ça a provoqué justement ce changement de paradigme vis-à-vis de la biodiversité. Merci. Et donc l'IPBES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme intergouvernementale sciences politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc c'est une plateforme d'expertise internationale qui va faire état des lieux, des connaissances qui existent sur la biodiversité, et donc qui avait aussi produit ce rapport en 2019. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Marie-Laure, s'il vous plaît, pour cette réponse? Voilà. Merci. Très rapidement, moi je suis aussi optimiste. En fait, il y a eu un gros chemin qui a été parcouru. Alors il reste beaucoup à faire, ça c'est sûr. Mais et je rejoins ce qui a été dit, on est passé d'un sujet de hippie à un sujet qui inquiète tout le monde. Et donc le pas est énorme. Après, je pense qu'il faut peut-être juste nuancer, même si tout va dans le bon sens, on part de plus ou moins loin. C'est-à-dire que moi, en tant que représentante de la direction de l'eau et de la biodiversité, où on traite les sujets de biodiversité avec les entrées espèces ou espaces naturels et aussi les enjeux eau, je dirais que sur l'eau, par exemple, sur les écosystèmes aquatiques, il y a 30 ans, on était déjà quand même sur des politiques très structurées, et on était déjà sur des enjeux qui étaient déjà très traités au niveau international, parce qu'on est sur un sujet eau potable. Voilà, one else. Donc sur la biodiversité avec l'entrée espèces, on part de plus loin, c'est plus récent la prise de conscience, mais ça s'accélère. Donc je pense qu'il faut avoir un message d'optimisme. On a des sujets aussi sur les plastiques, où là on avance très très vite. Depuis quelques années, c'est assez récent, parce qu'on est passé de le plastique c'est fantastique dans les années 60 à aujourd'hui, c'est pas du tout fantastique le plastique. Donc où là on a quand même des décisions aussi qui s'accélèrent au niveau international par rapport au plastique dans les océans. Donc bon, et de toute façon il faut être optimiste. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis aussi optimiste, donc j'aime bien finir sur ce mot-là. On va vous présenter les conclusions de plutôt le regard de Sophie Lenormand, qui est notre facilitatrice graphiste pour la journée, qui a donc qui va donner son regard sur les échanges de cette première table ronde. Je vous invite à vous mettre là, parce que c'est projeté sur l'écran et vous allez mieux le voir. Et merci beaucoup à tous. Je pense qu'on peut vous applaudir pour vous être prêtés à ce jeu et avoir donné des réponses très intéressantes. Ça clignote. J'espère qu'il n'y a pas d'épileptique dans la salle. Alors Sophie, je ne sais pas si on vous donne la parole.
Vous m'entendez? Oui, je suis Oui, là. c'est bon. Alors, c'est fort. Hein. Bon, ça clignote, mais c'est pas grave. Vous voyez le rhinocéros. J'ai attrapé le rhinocéros au vol pour m'en servir de fond coloré, de manière à mettre en place les différents mots qui ont été utilisés. Donc, j'ai sorti également le petit cochon à propos du financement, puisque ça met un petit peu d'animalité dans des problèmes financiers et purement logistiques. Et vous avez également la petite limace qui rend le processus très très lent. Et voilà, donc... je pense qu'on aura l'occasion de le voir. On va peut-être voir le dessin arriver. On change la connexion. Oui, bah sinon, voilà, on pourra le voir à tête reposée. Et puis, on va aussi s'en servir pour garder trace de cette journée et changer un petit peu la manière dont on voit les rapports. Et voilà. La CDB juste et équitable. Et voilà, le corail, la ruche qui bourdonne, la tortue. Il va falloir prévoir des objectifs et SMART et des revues, des suivis, une stratégie nationale avec des cibles et en rapport avec un cadre mondial, de manière à mettre en place cette convention pour la biodiversité. Voilà. Merci beaucoup Sophie.